J'ai hérité de 50 millions de dollars mais je les gardais secrets. Mes parents me traitaient comme un mendiant tout en gâtant mon frère. Puis, lors de leur audience de faillite, j'ai révélé la vérité, le véritable propriétaire de leur maison. C'était moi. J'ai reçu sa lettre le jour même de la fin des funérailles. Tout le monde était occupé à se disputer pour savoir qui aurait le service d'antiquité, qui prendrait le collier de diamants qu'elle avait l'habitude de porter à chaque Thanksgiving. Personne ne m'a remarqué. Je me suis glissé tranquillement dans la voiture, ouvrant l'enveloppe crème foncée avec l'écriture tremblante familière. Ne les laisse pas voir que tu as quoi que ce soit, Mia. La vraie nature des gens ne se montre que lorsqu'ils pensent que tu n'as plus rien à perdre, a-t-elle écrit. Je pensais que ces derniers mots seraient pleins d'amour et de larmes comme dans les films, mais non. Au lieu de cela, c'était une leçon de survie et un empire financier de 36 millions de dollars. Quand ma grand-mère, Margaret Whitmore, est décédée à 87 ans, tout le monde dans la famille se souvenait d'elle comme de la vieille dame excentrique vivant dans une maison en bois dans le Vermont, avec ses pulls tricotés à la main, ses pantoufles usées et sontées de l'après-midi, toujours avec exactement 3 morceaux de sucre. Elle n'a jamais montré aucun signe qu'elle avait été autrefois la femme la plus puissante de l'investissement immobilier du Massachusetts. Même ma mère, Karen Whitmore, ne la voyait que comme une vieille femme grincheuse, têtue et ridiculement avare. Elle ne nous a jamais donné un sou quand ma mère a divorcé. N'a jamais payé mes frais de scolarité. N'a jamais envoyé de cadeaux coûteux pendant les vacances. Elle ne donnait que des livres, et chaque fois que je m'enthousiasmais, ma mère me lançait un regard noir et disait « Mia, tu n'as pas besoin de plus de contes de fées. » Mais cette enveloppe n'était pas un conte de fées. Elle était accompagnée d'une épaisse liasse de documents d'un cabinet d'avocats dont je n'avais jamais entendu parler, confirmant que j'étais l'unique héritière de Margaret. Pas ma mère, pas mon beau-père Rick, pas même mon frère Logan, le génie de la technologie qui a fait faillite start-up après start-up, mais qui était toujours loué par maman comme celui qui sauvera cette famille. Moi, une gérante de librairie de 25 ans dans une petite boutique indépendante appelée Maple Page, gagnant 2400 $ par mois, je possédais maintenant 12 propriétés réparties sur 3 États, de Boston à Seattle, contrôlant des parts dans 3 sociétés d'investissement. Un portefeuille d'investissement diversifié d'une valeur de 36 millions de dollars, en croissance constante depuis plus d'une décennie. Et jointe au testament, il y avait une lettre manuscrite de près de 2 pages qu'elle m'avait écrite avant de mourir. Mia, si tu lis ceci, je suis déjà parti. Mais ne pleure pas. Je n'ai pas besoin de larmes. J'ai besoin que tu sois plus forte et plus intelligente que n'importe qui dans cette famille. Ne leur fais pas savoir ce que tu as. Ne le dis pas à ta mère, à Logan, ou à quiconque. Ils ne te verront plus comme de la famille. Juste un coffre-fort ambulant. Je suis resté figé dans la voiture pendant près d'1 heure après l'avoir lu. Dans ma tête résonnait la plainte de ma mère de la veille. Ta grand-mère ne nous a rien laissé d'autre qu'un tas de vieux livres moisis et d'idéaux de gens fauchés. J'ai failli rire. Cette odeur de moisi pouvait maintenant acheter tout son quartier 2 fois. Mais je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas fait étalage. J'ai choisi le silence. À partir de ce jour, j'ai commencé à vivre une double vie. Je travaillais toujours à Maple Page, je faisais toujours du café tous les matins, je réapprovisionnais les étagères, je répondais aux questions sur les livres de Murakami. Je vivais toujours dans le petit appartement à l'étage. Et personne ne savait que je possédais tout l'immeuble, plus les 3 maisons voisines. J'ai laissé tout le monde croire que je luttais toujours. Toujours, la pauvre Mia. Ma mère me plaignait encore plus. La douce Mia est trop gentille, mais n'a aucune idée de la vie, disait-elle aux voisins chaque fois que je venais. Ils me pensaient faible, naïve, pauvre et facile à manipuler. Je les ai laissés penser ça. Chaque fois que Logan publiait des photos de ses vacances à Cabo avec la légende « Un nouveau départ pour ma prochaine start-up », je souriais tranquillement. L'un des comptes d'investissement dont je venais d'examiner le budget mensuel avait acquis une petite entreprise de technologie, celle-là même dont il ne savait pas qu'elle avait fait faillite il y a 6 mois. Chaque fois que ma mère appelait pour se plaindre du prix de l'essence, des factures d'électricité, puis laissait entendre vaguement « Mia, as-tu économisé un peu ? Je veux acheter à Logan un nouvel ordinateur portable pour qu'il puisse recommencer. » Je me rappelais, pas encore. Je ne suis pas là pour la vengeance. Je suis là pour le bon moment. Parce que, comme ma grand-mère l'a dit un jour, le vrai pouvoir ne réside pas dans la quantité d'argent que vous avez. Il réside dans le moment où vous choisissez de faire savoir aux autres que vous en avez. Lundi matin,
je me suis préparé un latte avec la vieille machine à café grinçante de Maple Page, je l'ai versé dans une tasse en céramique ébréchée et je suis retourné au comptoir. La facture d'électricité était à peine accrochée au panneau d'affichage, décolorée par la lumière du soleil qui filtrait à travers la fenêtre poussiéreuse. Je suis resté là, tenant le carnet d'inventaire, faisant semblant d'être perdu dans les chiffres. Juste une gérante de librairie typique jonglant pour maintenir à flot son emploi bien aimé mais fragile. Personne ne savait que, juste au-dessus de cette vieille librairie, se trouvait mon appartement réaménagé en une salle de réunion discrète où j'avais signé un contrat de 2 300 000 $ pour l'acquisition d'une propriété commerciale dans le centre-ville de Boston. Personne ne savait que le même ordinateur que j'utilisais pour vérifier l'inventaire était aussi celui où je surveillais les portefeuilles d'investissement mondiaux de Carter Holdings, l'une des sociétés écrans que j'ai créées sous le nom de Margaret Legacy Trust, un nom assez démodé pour ne soulever aucun soupçon. Et bien sûr, personne ne soupçonnait que j'étais le PDG, celle qui avait le contrôle total sur plus de 25 millions de dollars d'actifs gérés activement chaque jour. Moi, si douce mais si sotte, comme le disait ma mère chaque fois que je déclinais une invitation à des réunions de famille, où tous les regards seraient inévitablement tournés vers Logan, le petit frère génie de 22 ans qui n'arrivait toujours pas à trouver un emploi stable. Logan avait échoué à 2 levées de fonds, brûlé plus de 300 000 $ de l'investissement de maman. Pourtant, elle le louait encore comme s'il était la réincarnation de Steve Jobs. Logan a juste besoin d'un peu plus de temps, disait-elle. Il a une vision. Il n'est pas comme les autres. Et moi, j'ai obtenu mon diplôme avec mention en économie de l'université Tufts. J'ai tout payé grâce à des bourses et en jonglant avec 3 emplois à temps partiel chaque semestre. Mais personne dans la famille ne s'en souvient. Tout ce qu'ils voient, c'est que je travaille dans une librairie et que je conduis une vieille Ford Focus de 2009. Une fois, lors d'une fête célébrant la toute nouvelle start-up de Logan, sa 3e tentative, en fait. Ma mère m'a prise à part, me jetant un regard déçu. Mia, tu devrais au moins te maquiller un peu. Serena, la fille de tante Linda. Elle n'est qu'une secrétaire, mais elle s'habille comme un PDG. J'ai juste souri en coin, repensant à ce même matin où j'avais approuvé l'acquisition de notre 8e immeuble commercial dans le quartier financier de Chicago. Je n'avais pas besoin de m'habiller comme un PDG. J'étais le PDG. Parfois, je me demandais s'ils étaient vraiment aveugles ou s'ils choisissaient délibérément de ne pas me voir, comme si j'étais une ombre dans la grande histoire dont ils croyaient que Logan était le personnage principal. Un vendredi après-midi, ma mère a appelé. Sa voix était inhabituellement joyeuse. Mia, ce week-end, Logan présente une nouvelle idée pour une application de connexion pour animaux de compagnie. Nous organisons une petite fête. J'ai invité quelques personnes influentes dans la technologie. Assure-toi de bien t'habiller, d'accord ? J'ai serré les lèvres, comptant mentalement les 3 entreprises de technologie dont je détenais des parts de contrôle, dont l'une venait de refuser la proposition de financement de Logan la semaine dernière. Je passerai. Ne sois pas en retard comme la dernière fois. Tu m'as fait honte. J'ai raccroché, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert mon ordinateur portable. En 10 minutes, j'ai fini de passer en revue le rapport hebdomadaire de Trident Financial, la société financière sous le groupe holding que je gère. Une ligne s'est démarquée. Famillet, dette croissante, mauvais crédit. 2 nouveaux prêts approuvés le mois dernier. Famillet, c'est mes parents. Ils avaient de nouveau hypothéqué la maison. Et moi, à travers des couches de sociétés écrans, j'étais celle qui avait acquis ce prêt. Je n'avais pas besoin de menaces. Je regardais juste. Un soir, après le travail, je me suis arrêté chez ma mère. La maison en briques rouges dans le quartier cher de Newton. À l'intérieur, le lustre était toujours brillant. La table du dîner était dressée avec du fromage importé, du vin italien, et Logan était assis, les jambes sur le canapé, présentant avec enthousiasme à un groupe d'investisseurs potentiels une application qui permet aux chats de choisir leur nourriture à l'aide de capteurs d'odeur. Ma mère m'a regardé de haut depuis les escaliers, secouant la tête. Mon Dieu, Mia, pourquoi es-tu venue avec cette vieille voiture ? Sais-tu ce que les voisins doivent penser ? Probablement que je ne vis pas au crochet de ma mère, ai-je répondu. Elle s'est tue, puis s'est détournée sans un mot. C'était bien. Je n'avais pas besoin des louanges de quelqu'un qui avait passé sa vie à me rabaisser subtilement avec des mots enrobés de velours. Et Logan, après cette fête, a demandé 80 000 $ de plus pour terminer la version bêta. Ma mère a retiré ce montant en utilisant une carte de crédit avec l'un des taux d'intérêt les plus élevés du marché.
Je le savais parce que je venais de recevoir le rapport d'approbation de prêt adressé au siège du groupe MNL Crédit, l'une des sociétés financières que je possède par l'intermédiaire de ma 4e holding. Ils n'avaient aucune idée que j'étais présente à chaque maillon de leur lente chute. Et j'attendais toujours patiemment parce que dans ce jeu, celui qui rit le dernier est le vrai gagnant. L'hiver est arrivé tôt à Newton, et plus froid que d'habitude. La neige recouvrait l'allée de ma mère, mais l'équipe habituelle de déneigement était partie. Je l'ai remarqué en glissant en montant les marches glacées de l'entrée. La porte s'est ouverte, et ma mère se tenait là avec un sourire forcé, incapable de cacher la fatigue dans ses yeux. Elle ne portait plus son collier de perles signature, le remplaçant par une chaîne plaquée or, maintenant légèrement ternie. Le canapé en cuir italien du salon avait été échangé contre une version en simili-cuir, et le tapis persan de l'entrée avait disparu. J'ai noté tranquillement chaque détail. Tu sais, a soupiré ma mère. Nous avons temporairement licencié le personnel. La pandémie, l'augmentation des coûts, les temps sont durs pour tout le monde. J'ai hoché la tête, sans rien dire. Mais je savais qu'il n'y avait pas de nouvelle pandémie, seulement l'ombre rampante de la dette qui se resserrait autour du cou de la famille et il n'avait aucune idée que le nœud coulant avait été noué par moi. Logan vivait toujours comme s'il était au sommet du monde. Seulement 3 semaines après que ma mère ait tranquillement vendu sa vieille bague de fiançailles pour payer la facture d'électricité, Logan a conduit une toute nouvelle Tesla Model X à la librairie où je travaillais. Il portait une veste en cuir, des lunettes de soleil Balenciaga, et est entré d'un pas arrogant comme s'il repérait un emplacement pour l'empire qu'il s'imaginait construire. « Tu es toujours là » a ricané Logan, jetant un coup d'œil autour avec un dédain à peine voilé. Cet endroit sent les vieux livrer le café rassis. Ça doit être thérapeutique, hein. J'ai eu un léger sourire. Très thérapeutique. Et toi? Cette application? Celle où les chats commandent leur propre nourriture? Ça marche toujours bien. Logan a éclaté de rire. Ça a évolué. Maintenant, je m'associe à une équipe d'IA pour développer un logiciel de soins intelligents pour animaux de compagnie. Marché d'1 milliard de dollars. Je suis en négociation avec un grand fonds de capital risque. Je pourrais lever 45 millions. Je savais que le grand fonds de capital risque dont il parlait était l'Archemont Venture, une société qui venait de rejeter la proposition de Logan comme étant irréaliste, financièrement peu solide et non viable. Je le savais aussi parce que j'étais l'actionnaire majoritaire de l'Archemont Venture. Quelques semaines plus tard, ma mère m'a appelé en chuchotant comme si elle avait peur que quelqu'un l'entende. « Mia, as-tu un peu d'argent ?»« Juste quelques milliers. J'ai besoin de payer l'adhésion au club. Je veux dire, réparer le chauffe-eau. » J'ai posé le téléphone, respirant lentement. Je venais de consulter son rapport de crédit la veille. 4 cartes de crédit en retard et elle venait de recevoir un avis que ses privilèges au Wesley Hills Country Club avaient été révoqués. J'ai gardé un ton léger. Maman, le club est-il vraiment si important? Assez important pour prétendre que c'est une réparation de chauffe-eau. Silence, puis un long et lourd soupir. Je ne veux juste pas perdre la face. Mes amis sont là-bas. Ils me demandent pourquoi je ne suis pas venu. Je ne peux pas leur dire que j'ai perdu ma carte. J'ai juste besoin de quelques mois de plus. La nouvelle plateforme de Logan sera bientôt lancée. Tout ira bien. Rien n'allait bien se passer. Je savais que mes parents avaient refinancé la maison pour la 3e fois en 2 ans. La dernière fois, par l'intermédiaire d'une société financière appelée Willow Fund LLC, un nom qui semblait inconnu, mais qui était en fait une coquille que j'avais créée. Avec tout le prêt sous mon contrôle, je savais que mon père avait commencé à vendre tranquillement des actions de la société où il était autrefois directeur, essayant de couvrir des dettes cachées. Je savais que ma mère avait vendu sa collection de sacs à main Chanel, ce qu'elle appelait autrefois fièrement une « classe irremplaçable », pour payer la Tesla que Logan ne savait même pas être enregistrée à son nom. Mais la partie la plus douloureuse n'était pas de les voir tomber dans la difficulté. C'était qu'ils s'accrochaient encore à l'illusion, qu'ils versaient encore de l'argent dans le fantasme de Logan le génie, qu'ils me voyaient encore comme la pauvre fille sans défense qui travaille dans une librairie. Un mardi soir, je travaillais dans le bureau à l'étage quand la sonnette a retenti avec insistance. Je suis descendu pour ouvrir. C'était ma mère. Elle portait un long manteau, les lèvres pâles, les mains tremblant alors qu'elle tenait une enveloppe en papier. « J'ai besoin de ton aide. Vraiment. La maison est sur le point d'être saisie. Je ne peux pas le dire à Logan, ça le briserait.
J'ai pris l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une copie de l'avis de saisie de Arborstone Financial, une filiale de Hawthorne Holdings, le nom que j'avais créé pour qu'ils ne sachent pas qui était derrière. J'ai regardé ma mère, me sentant vide à l'intérieur. Je pensais que Logan était sur le point de lancer une entreprise d'1 milliard de dollars. Il a juste besoin de plus de temps. J'ai juste besoin de ton aide cette fois-ci. J'ai hoché la tête lentement. D'accord, rentre chez toi. Laisse-moi voir ce que je peux faire. Elle est partie, c'est pas lourd. Je suis resté là longtemps, regardant sa silhouette s'estomper dans la nuit enneigée. De retour au bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Un email de mon avocat attendait déjà dans ma boîte de réception. Prêt à envoyer l'avis de saisie comme prévu. J'ai posé ma main sur la souris. Pour la première fois depuis des années, mon cœur battait la chamade comme lorsque j'étais enfant et que je faisais une présentation en classe. Je ne les détestais pas, mais je ne les protégerais plus. La vérité allait éclater, et aucun d'entre eux n'était prêt. 3 jours plus tard, ma mère est venue à la librairie. Sans prévenir, sans texto, sans appel. Elle a fait irruption par la porte comme si elle fuyait quelque chose, les yeux rouges, le mascara coulant sur ses joues. Je me suis tenu derrière le comptoir, j'ai posé le carnet, essayant de garder ma voix calme. « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» Elle a expiré d'une voix tremblante, a sorti une pile de documents de la maison et un autre avis de Arborstone Financial de son sac. Le 3e que j'avais vu ce mois-ci. « Mia, ils ont dit que si nous ne payons pas dans 5 jours, ils prendront la maison. Je n'ai plus rien. J'ai besoin de ton aide. » Je l'ai regardé. Ses cheveux étaient en désordre, plus retenus par sa barrette en or habituelle. Le sac Louis Vuitton qu'elle portait toujours avait été remplacé par un sac en toile usée. Elle ressemblait à la maison en ruine elle-même, essayant toujours de se tenir droite, mais pourrissant de l'intérieur. J'ai ravalé la douleur amère qui montait dans ma poitrine. Pas par pitié, mais par ressentiment. Toutes ces années où elle m'avait traité d'incompétente, de moyenne, manquant de potentiel. Et maintenant, elle suppliait la même fille qu'elle avait regretté d'avoir, disant qu'elle n'aurait pas dû naître. J'ai gardé mon visage calme. Maman, je travaille dans cette librairie. Je gagne 2400 $ par mois. Après le loyer, les charges, la nourriture. J'ai ouvert le tiroir, j'ai sorti une liasse de petits billets et je les ai comptés. J'ai exactement 3000 $ d'économie. As-tu besoin de tout? Elle m'a regardé, stupéfaite. Puis son expression s'est transformée en colère. Mia, tu ne peux pas être aussi égoïste. C'est aussi ta maison. Tu y as grandi. Si nous la perdons, que crois-tu qu'il nous arrivera? As-tu pensé à ça quand tu as refinancé la maison une 3e fois pour acheter cette Rolex à Logan? Elle s'est figée. Il doit maintenir son image auprès des investisseurs. Il a un avenir. Il est le dernier espoir de cette famille. Et moi, maman, ai-je demandé, toujours doucement. La bonne à rien que tu appelles quand tu es désespéré. Le reste du temps, je suis juste l'inutile vendeuse de librairie. Elle s'est tue. Après un moment, elle a commencé à respirer fortement, puis à frapper la main sur le comptoir. Je t'ai élevé. Je t'ai nourri. Je t'ai mise à l'école, et maintenant tu me comptes des dollars comme à une étrangère. J'ai serré les mains sous le comptoir, mais j'ai souri. J'ai payé mes études moi-même, maman. Je m'en souviens clairement parce que tu as dit, il n'y a pas d'argent. Tout est allé à Logan. J'ai travaillé 3 emplois pendant 4 années consécutives. Tu t'en souviens? Elle m'a regardé comme si elle ne comprenait pas la langue que je parlais. J'ai doucement repoussé la pile de documents vers elle. Je suis désolé, mais je ne peux pas aider. Cet argent, c'est tout ce que j'ai. Ce soir-là, mon père a appelé. Pas de bavardage, pas de demande de nouvelles. Il est allé droit au but, sa voix vive et autoritaire comme chaque fois qu'il me criait dessus quand j'étais enfant. Mia, ta mère a dit que tu as refusé d'aider. As-tu la moindre idée que cette famille est au bord du gouffre? Je me suis adossé à ma chaise, regardant par la fenêtre. Chicago la nuit scintillait dehors. Mon bureau était au 39e étage où chaque contrat signé pouvait changer le destin de toute une lignée. Je sais, mais je n'ai pas grand-chose pour aider non plus. As-tu oublié? Je ne travaille que dans une librairie. Arrête ce ton tout de suite, a-t-il aboyé.
Ce n'est pas le moment de plaisanter. Tu es une fille de cette famille. Tu ne peux pas laisser tes parents tout perdre comme ça. Je suis restée silencieuse un moment, puis j'ai demandé, et Logan? Pourquoi ne lui demandes-tu pas? Il se prépare pour une nouvelle levée de fonds. Il doit maintenir les apparences. Ma chérie, tu ne comprends pas. Ce monde est dur, surtout pour les jeunes hommes. Logan doit maintenir son image. J'ai laissé échapper un rire doux et d'acier. Et les femmes, elles n'ont rien à maintenir. Mon père n'a pas répondu. Une minute plus tard, sa voix est tombée, lourde. Si tu n'aides pas, alors à partir de maintenant, tu n'es plus ma fille. Je suis restée assise, j'ai tranquillement mis fin à l'appel. Pas une seule larme. Le lendemain, j'ai reçu un rapport de mon avocat privé. Toutes les dettes de carte de crédit, les hypothèques et les prêts commerciaux de la famille avaient été officiellement acquis par Mia Whitmore Holdings, la société écran que j'avais créée. À partir de ce jour, chaque décision concernant la maison, les actifs, les cartes de crédit et même les prêts étudiants impayés de Logan étaient sous mon contrôle. J'ai envoyé un texto à mon avocat, commencé le processus, envoyé un avis de demande de paiement. Délai de 10 jours. Je suis retourné à la librairie, je me suis préparé une tasse de thé à la menthe. Il n'y avait pas beaucoup de clients. La lumière douce se déversait sur les fenêtres poussiéreuses. Un étrange silence calme remplissait l'air. Je suis resté assise là, ma main reposant doucement sur une pile de vieux registres, et j'ai souri. Ils pensaient que je n'avais rien. Et je les ai laissés le croire pendant les 3 dernières années. Mais plus maintenant. Le jeu avait commencé, et c'est moi qui tenais les cartes. Ce matin-là était froid et gris, le genre de tristesse que l'on ne trouve qu'un jour de jugement. J'ai garé la Mercedes noire et élégante devant le palais de justice du comté de Suffolk, portant un trench coat marron clair, les cheveux en chignon soigné. Maquillage subtil mais délibéré. Personne ne pouvait reconnaître la pauvre libraire Mia dans la silhouette assise silencieusement derrière le volant. Je suis arrivé 20 minutes en avance, non pas pour préparer les documents, tout était prêt depuis des jours, mais pour observer, pour assister au moment exact où la famille perdrait officiellement sa façade parfaite. À 8h41 précise, la Tesla argentée et rayée de Logan est entrée sur le parking. Mes parents sont sortis, redressant leur manteau, essayant de garder des visages composés. Bien que les yeux de ma mère fussent injectés de sang et que mon père marchât comme si le monde entier pesait sur ses épaules. Logan portait toujours des lunettes de soleil, traînant une mallette derrière lui sans même jeter un coup d'œil à nos parents. Ils ne savaient pas que j'étais là. Pour eux, j'étais encore une ombre derrière le comptoir de la librairie, loin de tout jeu de pouvoir réel. La salle d'audience 6 était bondée. En partie des médias parce que le nom de Enterprises avait été une marque respectée dans l'immobilier du Nord-Est, et en partie des gens de la finance curieux de voir qui était le principal créancier, celui qui menait cette famille à la ruine en seulement 3 ans. La juge Wanda Ellison, connue pour sa position sans concession sur les faillites de la haute société, est entrée. Elle a frappé le marteau. Audience de faillite civile numéro 4928, défendeur la famille. Elle a jeté un coup d'œil au dossier, puis a levé les yeux. Créancier principal, veuillez confirmer votre présence. Je me suis levé. Un murmure s'est répandu dans la salle d'audience comme un vent froid. Mon père s'est retourné brusquement, la bouche de ma mère s'est ouverte, et Logan a laissé tomber le téléphone qu'il tenait. Mia Whitmore, ai-je dit clairement, la représentante légale de Whitmore Holdings, la société qui détient actuellement toutes les dettes impayées des défendeurs pour une valeur totale estimée à 12 700 000 $. Impossible, a chuchoté ma mère, le visage pâle. Mia, qu'est-ce que c'est que ça, a balbutié mon père. Tu ne travailles pas dans une librairie? Je me suis tourné vers eux, calme au point d'être déconcertante. Je le fais toujours. J'adore lire, mais ce n'est pas tout ce que je suis. La juge Ellison a hoché la tête. Veuillez continuer, mademoiselle Whitmore. J'ai ouvert ma mallette, j'ai sorti les documents soigneusement préparés et je les ai posés sur la table. Au cours des 3 dernières années, les défendeurs ont refinancé leur maison 3 fois, contracté 6 grands prêts à la consommation auprès de 5 institutions financières différentes, et accumulé de nombreuses dettes de cartes de crédit qui se chevauchent. Toutes les entités de prêt actuelles ont été acquises par Whitmore Holdings, et j'en suis la représentante légale. Mia, comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? A sangloté ma mère. Tu es ma fille. Tu as dit que je n'étais plus ta fille quand j'ai refusé de te donner mes 3000 derniers dollars d'économie.
Tu t'en souviens? Toute la salle est tombée dans le silence. J'ai continué. Cependant, je ne suis pas venu ici pour détruire qui que ce soit. Je suis venu offrir une opportunité. J'ai placé un autre dossier sur la table, le faisant glisser vers l'avocat de la famille. C'est une proposition de restructuration de la dette. Si elle est acceptée, toutes les dettes seront maintenues sans recouvrement supplémentaire sous 3 conditions obligatoires. La juge Ellison m'a fait signe de continuer. J'ai jeté un coup d'œil à Logan, puis à mes parents. Condition 1, Logan et verra tout accès aux comptes de crédits familiaux révoqués. Il doit trouver un travail. Pas de start-up, pas de levée de fonds, pas d'idée qui change la vie. Son premier emploi a déjà été arrangé, vendeur associé au magasin pour animaux Peking à Roxbury. Salaire horaire, $15. Quoi? Logan s'est levé d'un bond, furieux. Tu ne peux pas me forcer à accepter un travail de merde comme ça. Je suis un fondateur. Je suis. Tu es un fardeau, ai-je coupé froidement. Et il est temps que tu apprennes la valeur d'une heure de travail réelle. La juge a frappé son marteau. Veuillez continuer, mademoiselle Whitmore. J'ai hoché la tête. Condition 2, M et madame et doivent s'inscrire à un programme obligatoire de conseil financier de 12 mois avec des rapports de dépenses hebdomadaires et ne peuvent pas dépasser un budget personnel de $2500 par mois. Mon père a serré la mâchoire. Ma mère a continué à sangloter. La condition finale, ai-je dit lentement. La famille doit vendre le manoir de Newton dans les 45 jours. J'ai déjà acheté une maison plus petite située dans un quartier calme de Worcester. 3 chambres, un loft, un jardin avec un prunier. Assez pour vivre, pas pour se montrer. L'air dans la salle d'audience s'est épaissi. La juge Ellison a feuilleté les documents. C'est l'offre de restructuration la plus généreuse que j'ai jamais vue. Conseil des défendeurs, votre client est-il d'accord? L'avocat a chuchoté quelque chose à mon père. Après un moment, il a hoché la tête, son visage comme s'il venait d'avaler de la glace. Nous acceptons. J'ai fermé le dossier, je me suis levé et j'ai souri. Pas par victoire, mais parce que la vérité avait enfin éclaté. En sortant de la salle d'audience, j'ai entendu des pas se précipiter derrière moi. Mia, pourquoi? A halté ma mère, plus en colère, juste brisée. Je me suis retourné, les yeux fixes. Parce que vous devez comprendre, je ne suis pas la petite fille sotte de la librairie. Je suis la dernière personne que vous auriez dû sous-estimer. 1 heure après la fin de l'audience, je me tenais sur les marches du palais de justice du comté de Suffolk. Le vent fouettait mon trench coat comme s'il arrachait la dernière page d'un long chapitre. Logan était affalé sur un banc près du parking, le visage vidé de toute couleur. Ma mère, ses cheveux parfaitement coiffés maintenant en désordre, serrait un sac en toile comme si c'était la dernière chose qui lui restait. Mon père ne disait rien, fixant le sol, le front humide de sueur. Personne n'osait s'approcher de moi. Personne ne demandait rien. Pas un seul mot de reproche. Il n'avait plus le choix. La fierté était maintenant un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. 3 jours plus tard, j'ai reçu un email de confirmation du concessionnaire automobile. La Porsche Taycan blanc perle de Logan avait été saisie et, selon mes instructions, une Toyota Corolla gris cendré de 2015 avait été livrée à la nouvelle adresse à Worcester. Pas de toit ouvrant, pas de siège chauffant, pas de système audio haut de gamme, mais assez pour se rendre au travail s'il était vraiment disposé à y aller. Le message de Logan est arrivé à 2h14 du matin. Juste une ligne. Tu as ruiné ma vie. Je n'ai pas répondu parce qu'il devait apprendre que sa vie n'avait pas été ruinée par moi, mais par les privilèges qu'il n'avait jamais mérités en premier lieu. Le manoir de Newton a été mis en vente à 20% en dessous de la valeur du marché. J'étais l'acheteur par l'intermédiaire d'une petite succursale de Whitmore Holdings. Cette fois, pas de signalisation d'entreprise, pas de couverture médiatique, juste une transaction immobilière ordinaire. Je n'avais besoin de personne pour le savoir. J'avais seulement besoin qu'il le sache. Ma mère a appelé une dernière fois avant le déménagement. Mia, je veux juste te demander pourquoi Worcester. Sa voix était dépouillée d'amertume, sans aucune trace de menace. J'ai souri doucement au téléphone. Parce que c'est calme et abordable. Mais je n'ai pas ma place dans un endroit comme ça. Je pensais la même chose de moi-même quand tu as dit que je n'étais pas assez chic pour m'asseoir à la table de la famille Blackwell. Le silence s'est étiré.
Puis elle a dit quelque chose que je n'aurais jamais cru entendre de sa part. Je suis désolé. Je ne savais pas si c'était sincère ou simplement né du désespoir, mais je n'avais pas besoin de le savoir. J'ai simplement répondu tranquillement. J'espère que pour la première fois de votre vie, vous vivrez dans la réalité. Sans illusion, sans mensonge. La semaine suivante, j'ai assisté à une exposition de mode haut de gamme à New York, non pas pour faire du shopping, mais pour rencontrer le créateur derrière la marque Halcyon, la griffe qui avait produit la robe verte à froufrou que ma mère m'avait forcé à porter à la fête d'honneur de Logan l'année dernière. À l'époque, elle avait dit, tu dois porter ça. Ça te donne l'air cher. Au moins, ça fera croire aux gens que tu as une certaine valeur. Je n'ai pas discuté. J'ai enduré les regards critiques, les chuchotements dans mon dos, et le sentiment d'être enchaîné dans de la dentelle et des pierres précieuses. Mais aujourd'hui, c'était différent. J'ai serré la main du créateur, je lui ai remis le dossier d'acquisition. Whitmore Holdings venait d'acquérir officiellement toute la marque Halcyon, et la première chose que j'ai faite a été d'émettre un avis interne pour arrêter la production de la ligne Glimmergrass, le modèle même de la robe verte. Après la réunion, j'ai appelé ma mère. Elle a décroché au 5e appel. Cette robe verte, ai-je commencé, ce modèle a disparu pour de bon. Quoi? J'ai acheté l'entreprise et j'ai éliminé le modèle que tu m'as fait porter autrefois. C'est laid dans tous les sens du terme. Mia, as-tu fait ça pour te venger de moi? Non, je l'ai fait pour mettre fin à une ère. Une ère où j'ai dû endurer l'humiliation au nom de l'amour familial. Elle s'est tue. J'ai raccroché, n'ayant pas besoin de réponse. Au cours des 3 mois suivants, j'ai reçu des rapports réguliers de la société de surveillance financière gérant la famille. Logan a tenu 2 semaines à son travail avant de démissionner, invoquant un environnement de travail toxique. Mon père a tenté de demander un prêt d'urgence à une autre banque, mais a été refusé parce que Whitmore Holdings avait déjà signalé son crédit comme étant à haut risque. Ma mère est devenue jardinière de manière inattendue. Pour la première fois de sa vie, elle a arraché les mauvaises herbes de ses propres mains au lieu d'appuyer sur un bouton pour appeler le personnel. Je n'intervenais plus. J'avais fait ma part. Le reste était leur choix. Un samedi après-midi, je suis retourné à la librairie. Non pas comme l'employé, mais comme la propriétaire réelle. J'ai placé le vieux cadre photo de moi et de grand-mère Margaret au centre de la table. Derrière, un rideau blanc se balançait doucement. Je me suis assise, j'ai tenu une tasse de thé et j'ai fermé les yeux. Plus de colère, plus de douleur, juste un sentiment de paix tranquille qui s'étendait lentement dans ma poitrine. Ma grand-mère a dit un jour, la vraie force ne réside pas dans la vengeance. Elle réside dans le fait de savoir quand lâcher prise. Aujourd'hui, je l'ai pleinement compris. 3 mois après le procès, le printemps a commencé à toucher Boston. Les premières fleurs ont éclos le long de l'avenue Commonwealth. Mais le vrai changement, le changement lent et silencieux, n'était pas dans les parcs ou les trottoirs, mais au plus profond d'une petite maison dans la banlieue de Worcester. J'étais assise dans mon bureau en hauteur, au 39e étage de la Whitmore Executive Tower, regardant un écran rempli de données du département de surveillance financière. Le rapport de mars sur la famille était arrivé, et pour la première fois, je me suis arrêté à chaque ligne. Statut financier, stable, dépenses hebdomadaires, en dessous du seuil réglementé. A assister aux 12 séances de conseil financier au Franklin Center. Je n'y ai pas cru tout de suite. J'ai dû appeler pour confirmer auprès de la directrice du programme. Elle a eu un petit sourire. Madame est la première à arriver chaque matin. S'assoit toujours au premier rang, prend des notes détaillées. Étage ME. Il ne parle pas beaucoup, mais apporte toujours un petit registre, enregistre chaque dépense. Ils sont vraiment sérieux. Je suis resté assise un moment. Et Logan, selon le rapport des RH de Peking Roxbury, il avait travaillé pendant 7 semaines consécutives sans manquer un seul service. Pour la première fois de sa vie, il vivait de son propre salaire. Logan est très calme maintenant, a écrit le gérant du magasin dans un email. Il semble encore s'adapter, mais il ne se plaint pas. Il fait son travail à temps. Fini l'héritier arrogant qui sortait d'une Porsche en parlant d'IA et de vision d'1 milliard de dollars. Peut-être que pour la première fois de sa vie, Logan vivait vraiment. Cet après-midi-là, je n'ai pas assisté à la réunion du conseil d'administration comme d'habitude. Je suis resté dans mon bureau et j'ai demandé à Sarah, mon assistante personnelle, d'apporter une boîte en bois. La boîte était petite, vieille,
avec une serrure en bronze qui s'était assombrie avec le temps. Je l'ai ouverte et j'ai sorti une photo délavée. Grand-mère Margaret et moi, debout devant la librairie quand j'avais 14 ans. Elle souriait, sa main sur mon épaule, ses yeux disant « Tu seras plus forte que je ne l'ai jamais été ». J'avais gardé cette photo pendant 11 ans. Je l'avais transportée à travers 3 appartements, 2 états et des dizaines de moments où j'ai eu envie de la jeter. Mais je n'ai jamais osé. Aujourd'hui, je n'ai pas seulement regardé la photo. Je me suis vu dedans. Je me suis souvenu des premiers jours où elle m'apprenait à tenir des registres de dépenses avec un stylo plume. Je me suis souvenu comment elle m'expliquait patiemment ce qu'étaient les actions en utilisant des grains de maïs et une boîte de conserve. Je me suis souvenu de la nuit d'hiver où elle m'a tenu dans ses bras pendant que ma mère me grondait d'apprendre des choses inutiles et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Mia, n'aie pas peur quand les gens te méprisent. Ils ne le font que parce qu'ils ne savent pas avec quelle facilité tu pourrais un jour faire plier le monde entier. J'ai placé la photo sur le bureau, à côté de mon ordinateur portable et du dossier, doucement, sans larmes mais avec une tempête d'émotions à l'intérieur. Ce week-end-là, je suis allé à Worcester. Je ne l'ai pas annoncé. Je me suis garé à 5 maisons de celle de ma mère, puis j'ai marché. La petite maison, peinte en blanc, avait le prunier dans le jardin de devant, comme je l'avais arrangé. Pas de grande porte. Pas de statue, de fontaine en pierre ou de lustre. Juste une maison, une vraie maison. J'ai vu mon père nettoyer les fenêtres. Plus un directeur, pas de cravate, juste un homme plus âgé se penchant pour vivre une vie sans illusion. Ma mère tondait la pelouse, les cheveux attachés soigneusement, portant des gants en caoutchouc. Je ne me suis pas approché. Je suis juste resté de loin pendant quelques minutes, assez longtemps pour voir qu'ils essayaient. Cette nuit-là, de retour à Boston, j'ai écrit une ligne dans mon journal numérique, une habitude que j'avais gardée depuis le décès de ma grand-mère. La plus grande force ne réside pas dans la richesse, mais dans la façon dont nous choisissons le moment de la révéler. Elle avait raison. Je n'avais pas besoin de les faire souffrir. J'avais juste besoin de laisser la vérité faire son travail. Je n'ai pas riposté. J'ai offert une opportunité. Qu'ils choisissent de recommencer ou de continuer à tomber dépendait d'eux. Le lendemain, je suis allé à Maple Page, la vieille librairie que j'avais gardée intacte. Je ne l'ai jamais trop rénovée. Je n'ai jamais accroché d'enseigne d'entreprise. C'est là que j'ai grandi. Un souvenir vivant. Sarah m'a envoyé un texto, « Êtes-vous sûr de vouloir garder ce magasin? Il ne fait pas de profit. » J'ai répondu, « Je n'ai pas besoin qu'il soit rentable. J'ai besoin qu'il me rappelle d'où je suis parti. » Dans l'après-midi, un jeune client d'environ 15 ans est entré, cherchant des livres sur l'investissement. Il a demandé, « Pensez-vous qu'une personne moyenne peut devenir riche? » J'ai souri, je me suis penché et je lui ai tendu, le millionnaire d'à accent grave côté. Non seulement ils le peuvent, mais ils le devraient. Le garçon a souri, a payé avec quelques billets froissés, puis est parti, ignorant qu'il venait de recevoir des conseils de l'une des PDG les plus riches et les plus discrètes de l'État du Massachusetts. Je l'ai regardé partir, tranquillement, pensant à moi-même, laissez-les penser que vous n'avez rien. Le moment venu, montrez-leur que vous avez tout. 5 ans plus tard, je me tenais dans le grand hall de la Harvard Business School, où les lumières de cristal du plafond se reflétaient sur les parquets polis, créant une atmosphère à la fois solennelle et silencieuse. Dans ma main, il y avait un microphone, et devant moi, des centaines d'étudiants, des jeunes visages pleins d'espoir, désireux d'entendre le parcours de la femme anonyme du monde financier de Boston. J'ai commencé par une phrase que grand-mère Margaret m'avait chuchotée avant que je quitte le Vermont à 18 ans. Quand on te sous-estime, tu n'as pas besoin de discuter, il suffit de le prouver par des résultats. La salle est devenue silencieuse. J'ai parlé des jours passés à travailler dans une vieille librairie, de cacher une fortune de plusieurs millions de dollars juste pour voir qui m'aimait vraiment, et qui n'aimait que le portefeuille que je portais. J'ai parlé de la famille, non pas avec ressentiment, mais avec le calme de quelqu'un qui a traversé la douleur et est arrivé au chapitre appelé la croissance. J'ai raconté comment j'ai pris le contrôle de toutes leurs dettes mais, au lieu de les écraser, je leur ai donné une seconde chance. Le pardon ne signifie pas oublier. Le pardon signifie choisir de ne pas laisser cette douleur emprisonner votre avenir. Après la conférence, une jeune étudiante s'est approchée timidement. Elle a dit que sa mère l'avait un jour traité d'échec pour ne pas avoir étudié le droit comme elle le voulait, qu'elle se sentait invisible dans sa propre famille. Je l'ai regardée, les cheveux courts, les yeux encore rouges d'émotion, et j'ai vu ma jeune moi.
J'ai pris sa main. Tu n'es pas invisible. Tu attends juste ton moment pour briller. Et quand il viendra, ne t'excuse pas de briller trop fort. La maison de mes parents à Worcester est différente maintenant. Pas luxueuse, pas grandiose, mais confortable et chaleureuse. Je leur rends encore visite toutes les quelques semaines. Pas par obligation, mais parce que je le choisis. Ma mère fait maintenant du bénévolat à l'église locale. Et mon père, il a trouvé de manière inattendue de la joie à cultiver des légumes biologiques et m'envoie toujours des bottes de laitue avec une note griffonnée. Fait maison. Vraiment bio. Logan travaille pour une organisation à but non lucratif qui soutient les initiatives de start-up pour les jeunes défavorisés. Il m'a dit un soir dans la cuisine de notre mère, je pensais que l'argent était le pouvoir, mais il s'avère que ce n'est qu'un outil. C'est celui qui le détient qui compte. J'ai simplement hoché la tête, sans rien dire, car je savais qu'il avait enfin compris quelque chose qu'il m'a fallu près d'une vie pour apprendre. M'Apple Page reste ouvert tous les jours, maintenant avec un petit café dans le coin arrière-gauche et une étagère étiquetée, gratuit si vous en avez plus besoin que moi. Je n'y travaille plus directement, mais je viens encore chaque semaine, m'assois dans mon vieux coin et lis un livre au hasard pour me souvenir du chemin que j'ai parcouru. Sur le mur central, j'ai accroché une photo de moi et de grand-mère Margaret, à côté d'une petite plaque qui dit « La vraie force ne réside pas dans la richesse, mais dans la façon dont nous choisissons de révéler notre dignité. » Maintenant, je ne vis plus dans deux mondes. Je n'ai pas à me cacher, et je n'ai pas besoin de faire étalage. Je suis Mia Whitmore, la femme autrefois jugée banale, autrefois négligée par sa propre famille, autrefois noyée dans la fausse lueur du projecteur de quelqu'un d'autre, et maintenant je suis la gardienne de ma propre lumière. Parfois, tard dans la nuit, quand la ville est calme et que seules quelques lumières de gratte-ciel scintillent dans le noir, je m'assois sur le balcon de mon appartement, je sirote une tasse de thé à la menthe et je chuchote un merci silencieux au passé. Merci de ne pas avoir cru en moi. Merci de m'avoir sous-estimé. Grâce à cela, j'ai appris à croire en moi sans la permission de personne. Et si vous, celui qui lisez ceci, on vous a déjà dit que vous n'êtes pas assez, souvenez-vous de ceci. Votre silence d'aujourd'hui peut être l'écho le plus fort de demain. Soyez patient. Votre moment viendra. L'histoire de Mia n'est pas seulement un voyage pour réclamer justice d'une famille injuste. C'est un témoignage puissant que la valeur d'une personne ne réside pas dans la reconnaissance des autres, mais dans la façon dont elle choisit de faire face à la douleur et de grandir à partir d'elle. Dans la vie réelle, beaucoup ont été sous-estimés ou rejetés simplement parce qu'ils ne correspondaient pas aux attentes ou ne se mettaient pas en avant. Mais comme Mia, lorsque nous restons fidèles à nous-mêmes, apprenons à attendre et vivons selon notre vraie valeur, le moment de briller viendra, et nous n'aurons pas besoin de demander la permission. Que pensez-vous du parcours de Mia et de la transformation de sa famille? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour explorer d'autres histoires touchantes sur la vie, la famille et la vraie nature humaine.